D'abord, question extrêmement simple. Qu'est-ce que vous retenez spontanément de l'interview d'Igor Tudor? Daniel. Alors, Avant d'entrer dans le détail, hein, ouais. sur l'impression qu'il te laisse, est-il fidèle à ce que tu voyais, ce que tu imaginais de lui depuis le début de la saison? Sans faire d'égocentrisme, mais forcément j'y pense, quand pendant des années dans cette émission, on répète des principes, des idées sur la façon dont on veut voir évoluer le foot dans ce pays, les retrouver dit de façon aussi claire dans l'interview du coach de l'OM, bah, c'est très intéressant. Parce que ce sont des idées qui sont c'est pas nous qui lui avons transmis les idées. On arrête 2 secondes l'égocentrisme. On se dit juste que c'est depuis des années, des entraîneurs étrangers sont venus en Ligue 1 et ça a fait beaucoup de bien à notre championnat. Ça a permis d'ailleurs à nos coachs de se remettre en question, de discuter, de débattre et d'avancer. Quand je lis l'interview de Tudor, qui est profondément marqué, au même titre que d'ailleurs que son président Longoria, par la Juve, mais la Juve est bonne période, pas celle qui, depuis quelques mois maintenant, a sombré dans des affaires qui lui ont valu cette punition des 15 points et de transferts un peu foireux, mais pas non plus la Juve qui a décidé et qui a pris un virage très négatif que j'avais d'ailleurs annoncé à l'époque au moment du transfert de Ronaldo. Parce que ça n'était pas dans la politique et dans l'histoire de ce club. Et ça les a plombés. Ils se traînent ce problème-là encore maintenant. Donc la Juve est juste d'avant. Et des années encore avant, ce sérieux, cette discipline, ce travail, toujours au centre du projet. Juve, il a passé Cette 11 ans idée, quand même, oui. exactement, cette idée que le président, truc tout bête, hein, mais que le président est là pour présider, qu'il y a un directeur sportif, qu'il y a un entraîneur, que l'entraîneur a la confiance du président et qu'il va travailler parce que le président va lui apporter son soutien quasi permanent, sauf quand il n'y a plus de soutien à apporter, mais enfin que les choses soient complètement claires. Longoria a été marqué, comme c'est incroyable à quel point il est tamponné Juve et Longoria, et Tudor l'est également. D'ailleurs, au fond de moi, je les soupçonne un petit peu tous les deux d'avoir pour rêve de retourner, d'être un jour là-bas. Mais pour l'instant, ils sont à l'OM. Tant mieux pour l'OM et je pense tant mieux également pour notre championnat. Donc ça, c'est le premier impact. On parlera du reste après. Peut-être que Stéphane a été toi marqué, aussi. lui, par autre chose. Mais moi, le premier impact, c'est ça que j'ai eu dans l'interview. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'idée de la culture de l'effort, évidemment. Ouais. C'est son credo, la culture de l'effort. Moi, je pense que j'ai eu un ami de Daniel très longtemps comme consultant, Paul Le Guen, qui me disait très simplement, Stéphane, le football, c'est d'abord courir. Et c'est exactement tout ce que j'ai lu dans l'interview de Tudor, donc cette culture-là. Et puis, le deuxième élément qui m'a beaucoup marqué, c'est effectivement ce moment de début de saison où il explique qu'en gros, il n'y a pas un papier de cigarette, l'épaisseur d'un papier de cigarette entre Longoria et lui, et que c'est la clé de la saison de l'OM. Mais après, malgré tout cela, et malgré tout le bien que moi j'en pense, et tout le bien que cette interview nous fait quand on la lit, elle est remarquable, et bravo à l'intervieweuse, Mélissande Gomez de l'équipe qui nous a livré un entretien formidable. Mais malgré cela, la saison de l'OM, pour l'instant, puisqu'on est à 10 journées de la fin, elle est en suspens, et malgré toutes ces belles idées qu'il a, il va être confronté au résultat final. Oui, mais justement, il en parle. Et quand il dit que tu décides d'une façon de jouer, il a une idée, il la met en place, et il dit si on joue de cette façon, on va dire avec générosité, détermination comme ils le font, et que tu ne gagnes pas, il en reste quand même quelque chose. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, j'ai toujours défendu cette idée qu'il reste quelque chose au-delà du résultat. Alors effectivement, le résultat final fera qu'on dira que c'est super ou un peu moins bien. Je ne sais pas à quelle place peut finir l'OM, mais ils finiront européens. Peut-être que ce sera déceptif s'ils font pas Ligue des Champions par rapport à leur parcours. Ok, mais il en restera quand même quelque chose. Il s'est passé quelque chose cette année qui fait que dans le stade, comme il le dit lui-même, il y a 60 000 personnes à chaque fois. Ouais. Et si les gens viennent, c'est parce qu'ils veulent voir quelque chose. Et ça, lui en est conscient. Et je crois de plus en plus de coachs ont réellement compris ça. Petite chose que vient de dire Stéphane là, sur ce que te disait Paul Le Guen, c'est courir. Mais le problème, c'est pas tant que les gens ne le savaient pas. Ça suffit pas, évidemment, mais c'est la base, quoi. Ou que les coachs français étaient moins malins que les autres. C'est juste que, et ça tu le retrouves dans pas mal de sports, il se trouve que pour la prochaine revue de l'After, je fais un comparatif des coachings entre différents sports, et ce problème qu'on a évoqué
plein de fois dans le foot en France que les mecs ne faisaient pas les efforts ou travaillaient pas assez à l'entraînement et que quand ils allaient à l'étranger, tu sais, on revenait toujours des interviews. Ah, dis donc, les entraînements, qu'est-ce que c'est devenu difficile, machin. Et ce qu'il en ressort, c'est, en l'occurrence, c'est une interview basket que je faisais, c'est la culture de l'effort, la culture du travail. On a un vrai problème en basket c'est à la Révolution, ça avait été quand Bozidar Maljković était arrivé à Limoges. C'était d'un coup le travail, l'effort, l'intensité surtout. Tu avais l'impression qu'ils allaient s'entraîner comme jamais. Donc c'était quelque chose qui était inhérent à la France dans la culture du sport. Et donc c'est pas parce qu'ils ne le savaient pas. Si Le Guen te l'a dit, c'est qu'il le savait. Mais en tout cas, après, ça ne se voyait pas dans les entraînements et dans les équipes françaises. Est-ce que maintenant, ça a bougé parce que, en s'étant ouvert comme ça aux coachs étrangers, tout le monde a pris conscience? Je pense que ça a joué d'ailleurs, tant mieux aujourd'hui. D'ailleurs, Tudor, dans la même interview, dit que le championnat de France, physiquement, est un championnat très dur. Physiquement, on a toujours il le des championnats très durs. En revanche, donc ça veut dire que ça bosse quand même. En revanche, je suis moyennement d'accord. Non, mais physique, c'est pas ça. C'est que si ton joueur est physique, qui multiplie les duels et les impacts, c'est ça qui a toujours choqué ceux qui venaient de l'extérieur. Athlétique. C'est la rudesse du contact ou le côté athlétique. Maintenant, là où... maintenant qu'il est en Ligue 1, il est obligé d'en dire que de belles choses. Maintenant, quand il dit que de 1 à 6, ok, la Serie A, c'est mieux. De 2 à 6. Le PSG est au-dessus de tous les clubs italiens. Et après, de 2 à 6, ils sont meilleurs. Et après que Strasbourg gagne largement contre Empoli. Voilà. C'est Strasbourg qui gagne. Honnêtement, je demande à voir. J'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu du tout. Et quand bien même, je suis pas sûr que c'est un grand intérêt au fond. Ça n'a pas un grand intérêt. Ce que tu veux, toi, c'est que tes clubs qui sont européens fassent des résultats. Et malheureusement, on est à la ramasse encore cette année. Et historiquement, on est à la ramasse en Coupe d'Europe. Et c'est ça le vrai problème de notre football. Allez, Nicolas est avec nous, 32-16. Salut Nicolas. Oui, salut. Bienvenue dans l'after avec Stéphane Guy et Daniel Riolo. Bon, qu'as-tu pensé des propos de tes supporters marseillais, je le précise, de ton entraîneur Igor Tudor? Écoutez, j'ai pas pu tout lire parce que j'ai pas acheté l'équipe aujourd'hui, mais de ce que j'ai vu un petit peu sur les réseaux, j'ai bien aimé notamment le moment où il parlait du coureur demi-fond qui s'entraîne tous les jours 10 km le matin. Ou le mec il n'a pas parlé du biathlon, non? Biathlon, oui, c'est ça. Il n'a pas du norvégien du biathlon. Qui parle un petit peu de ces personnes-là qui s'entraînent 100 jours de repos et que dans le foot, et que dans le football, c'est pas très souvent. Les joueurs ont toujours besoin de repos. Nicolas, excuse-moi, je te coupe, c'est terminé au handball, Pierre-Yves Leroux. Oui, c'est terminé, mais c'est pas terminé puisqu'il y a 25-25 entre les deux équipes. Donc match nul à l'aller 32-32, 25-25. Donc voilà, série de jets de 7 mètres normalement. C'est comme ça que ça se passe en cas d'égalité. Il n'y a pas la prolongation. Bah écoute, dans le règlement, je crois pas. Je crois qu'il y a jet de 7 mètres directement. Genre, c'est séance de péno, quoi, en fait. Exactement. Ouais. Est-ce que le H a un McMahon? Bah écoute, pour l'instant, les gardiens sont moins forts qu'à une époque. Algrimson et Pesic n'ont pas été extraordinaires, donc c'est pas forcément le point fort du côté du HBC Nantes. Nicolas, je t'aurai la parole. T'évoquais en l'occurrence l'athlète norvégien, spécialiste demi-fond, Jakob Ingebrigtsen. Ça, c'est un aspect qui est très intéressant de Tudor. C'est quelque chose qu'on ne fait pas trop. C'est le temps d'entraînement, l'intensité d'entraînement dans d'autres sports. Et le fait que Tudor dise ça, quelque part, j'imagine que dans le vestiaire, il a dû le dire aux joueurs. Je pense que ça peut frapper les joueurs. De se dire, dans ce sport-là ou dans ce sport-là, ils s'entraînent 2 fois plus que toi. Donc en gros, 7 jours sur 7. En gros, ferme-la un peu et bosse, quoi. C'est ça. Et ferme-la d'autant que tu as un jour de repos également et qu'on te demande seulement des séances 1h15, 1h20. Au PSG, ils sont en repos de mercredi de dimanche à mercredi.